Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Et quand je l'ai découvert, le pire n'était pas la trahison en soi. C'était la vague de soulagement qui m'a envahi au moment où elle l'a enfin admis. Je m'appelle Antoine. Et je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à raconter cette histoire, mais nous y voilà. Je n'étais pas un héros romantique dans notre mariage. J'étais le type qui pensait à payer les factures à temps, qui réparait les choses quand elles cassaient, qui s'assurait que le frigo était plein, que les serviettes étaient propres et que la voiture fonctionnait. J'étais stable, fiable, le genre de mari qui n'oublie pas les anniversaires ou les dates importantes. Et pendant des années, j'ai cru que c'était suffisant. Julie, ma femme, semblait heureuse de cet arrangement aussi. Ou du moins, je le croyais. Nous avions nos routines. Nous avions notre organisation. Nous avions une vie qui fonctionnait sur le papier. Mais quelque part en chemin, elle a commencé à chercher quelque chose que je ne pouvais apparemment pas lui donner. L'excitation, la spontanéité, ce sentiment électrique qu'on ressent au début de quelque chose de nouveau. J'ai commencé à remarquer les changements environ 6 mois avant que tout ne s'effondre. Elle rentrait de la salle de sport plus tard que d'habitude. Son téléphone s'illuminait de messages qu'elle balayait rapidement, et les conversations qui coulaient naturellement autrefois semblaient soudain aussi pénibles qu'une extraction dentaire. Je ne suis pas du genre jaloux. Je ne vérifie pas les téléphones et n'exige pas d'explications. Mais je ne suis pas aveugle non plus. De nouvelles habitudes se formaient. Elle prenait sa douche immédiatement en rentrant. Elle a commencé à s'habiller différemment, même pour des courses banales. Et il y avait cette distance dans ses yeux quand elle me regardait, comme si elle était mentalement ailleurs. Je savais que quelque chose changeait, mais je ne voulais pas être ce mari qui crée un drame sur de simples soupçons. C'est à la salle de sport que ça a commencé, apparemment. Il s'appelait Maxime, un de ces gars qui semblent rayonner de confiance et de charme. Le type qui sait exactement quoi dire pour que quelqu'un se sente unique et spécial. Je ne l'ai jamais rencontré à cette époque, mais j'entendais son nom glisser nonchalamment dans les histoires de Julie. Maxime a suggéré cette nouvelle routine d'entraînement où Maxime connaît cet endroit génial pour les smoothies. Je n'étais pas inconscient. Je pouvais lire entre les lignes, mais affronter la situation signifiait faire face à quelque chose que je n'étais pas sûr d'être prêt à gérer. Puis est venue la nuit qui a tout changé. Nous étions dans la cuisine. Elle faisait défiler son écran de téléphone pendant que je rangeais après le dîner, et le silence entre nous semblait plus lourd que d'habitude. Je me suis essuyé les mains sur un torchon, je me suis tourné vers elle et j'ai posé la question que j'évitais depuis des semaines. Y a-t-il quelqu'un d'autre? J'ai gardé ma voix calme. Pas d'accusation, juste une question simple qui nécessitait une réponse. Elle s'est figée une seconde, son pouce en suspens au-dessus de son écran, puis elle a levé les yeux vers moi avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas exactement de la culpabilité, plutôt de la résignation mêlée à de la défiance. Oui, a-t-elle dit. Juste ce mot, net et direct. Aucune excuse attachée. J'ai hoché la tête lentement, ressentant à nouveau cet étrange soulagement. Comme si avoir enfin la confirmation de quelque chose que l'on soupçonnait était plus facile que de vivre dans l'incertitude. Alors tu dois faire un choix, lui ai-je dit, gardant un ton égal et mesuré. Je ne vais pas vivre avec des fantômes dans cet appartement. Je ne serai pas la roue de secours pendant que tu décides ce que tu veux. Elle n'a pas discuté, n'a pas essayé d'expliquer ou de justifier. Elle s'est juste levée de la table et s'est dirigée vers notre chambre. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer, le bruit d'une valise qu'on sort du placard, et je suis resté dans la cuisine parce que je ne savais sincèrement pas quoi faire d'autre. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle revienne et dise qu'elle avait fait une erreur, qu'elle voulait qu'on travaille sur notre couple. Mais ça n'est pas arrivé. Elle a fait ses bagages méthodiquement, prenant l'essentiel et laissant tout le reste pour plus tard. Et quand elle est passée devant moi avec ses sacs, elle s'est arrêtée juste un instant. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires demain, a-t-elle dit, sans croiser mon regard. Et puis elle est partie. L'appartement semblait différent après son départ. Pas vide exactement, mais plus léger d'une certaine manière, comme si je portais un poids supplémentaire dont je n'avais pas conscience. Je n'ai pas pleuré, ni cassé d'objets, ni ne l'ai appelé 100 fois pour la supplier de reconsidérer sa décision. Je me suis juste assis sur le canapé et j'ai assimilé ce qui venait de se passer. Mon premier instinct n'a pas été de la poursuivre ou de me battre pour elle. C'était de me protéger contre d'autres dommages. Cette nuit-là, j'ai commencé à séparer nos vies de manière pratique.
J'ai passé en revue nos comptes communs et fait une liste de tout ce qui devait être divisé, compte bancaire, abonnement, facture d'électricité, toute l'infrastructure ennuyeuse d'une vie commune. J'ai changé les mots de passe des comptes qui m'appartenaient. Je lui ai retiré l'accès aux choses dont elle n'avait plus besoin. Et j'ai créé un simple tableur pour suivre tout ce que nous devions régler. Ce n'était pas vindicatif. C'était juste pratique, la façon dont j'avais toujours géré les problèmes, en les décomposant en étapes gérables. Au cours des jours suivants, Julie a envoyé des SMS occasionnels demandant des objets aléatoires qu'elle avait laissés derrière elle ou des questions sur les factures, et je répondais par de courtes réponses factuelles. Je n'étais pas froid. Je n'étais pas chaleureux. J'étais juste neutre. Ma sœur Sophie m'a appelé au cours de cette première semaine pour me demander si j'allais bien et je lui ai dit honnêtement que ça allait. Je ne suis pas en colère, lui ai-je expliqué. J'ai juste fini. Il y a une différence. Sophie me comprenait mieux que la plupart des gens. Elle savait que je n'étais pas du genre à faire des gestes dramatiques ou à chercher à me venger. J'étais du genre à fermer doucement les portes et à avancer. Julie a emménagé avec Maxime presque immédiatement, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la durée de cette histoire. Des amis communs ont commencé à me contacter avec cette énergie gênante des gens qui ont entendu ce qui s'est passé, et j'appréciais leur inquiétude, mais je ne voulais pas ressasser les détails. Qui avait-il à dire ? Ma femme avait choisi l'excitation plutôt que la stabilité, la passion plutôt que le partenariat. Et même si ça faisait mal, ce n'était pas exactement surprenant. Je l'avais senti s'éloigner depuis des mois. Je n'avais simplement pas voulu me l'avouer. La chose étrange avec la trahison, c'est qu'une fois le choc initial passé, on commence à voir tous les signes qu'on a manqués ou ignorés. Je me souvenais de soirs où elle prétendait être trop fatiguée pour l'intimité, seulement pour avoir l'énergie d'envoyer des SMS à quelqu'un d'autre tard dans la nuit. Je me souvenais de week-ends où elle avait soudainement des projets avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Je me souvenais de la façon dont elle avait commencé à chercher la petite bête pour des broutilles, comme si elle essayait de justifier ses actions en me peignant comme inadéquat. Rien de tout cela n'était dramatique ou évident sur le moment. Mais avec le recul, le schéma était clair. J'ai passé ces 2 premières semaines à réorganiser ma vie sans elle. J'ai déplacé des meubles pour changer l'énergie de l'appartement. J'ai jeté des choses qui me rappelaient trop nous. Et j'ai établi de nouvelles routines qui n'appartenaient qu'à moi. Je ne me morfondais pas et ne sombrais pas. Je reconstruisais méthodiquement parce que c'est ce que je fais. Je résous des problèmes. Je crée des systèmes. J'avance. Et honnêtement, une fois que je me suis habitué à l'idée qu'elle était partie, j'ai commencé à me sentir mieux que je ne l'avais été depuis des mois. 3 semaines après le départ de Julie, j'étais assis à mon bureau en train de trier de la paperasse quand mon téléphone a vibré avec un message de Sophie. Julie a eu un accident de voiture. Maxime n'a pas survécu. Les mots sont restés sur mon écran un moment pendant que mon cerveau essayait de traiter ce que je lisais. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas soulagé. Je n'étais rien, à part choqué et peut-être un peu engourdi. Quelle que soit la colère que j'avais eue envers Maxime, elle s'était transformée en indifférence à ce stade, et maintenant il était parti juste comme ça, et Julie était à l'hôpital. Sophie a envoyé un autre message quelques secondes plus tard avec plus de détails. Il rentrait de quelque part tard dans la nuit. Une autre voiture a grillé un feu rouge. Maxime est mort sur le coup, et Julie était dans un état grave avec de multiples blessures. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone, essayant de comprendre ce que j'étais censé ressentir. Une partie de moi savait que la chose décente à faire était d'éprouver de la sympathie, et c'était sincèrement le cas parce que personne ne mérite de vivre quelque chose comme ça. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait passé les 3 dernières semaines à reconstruire ma vie et à gérer la trahison, savait que cela ne changeait rien entre nous. Une tragédie n'efface pas les choix que font les gens. Elle ne remonte pas le temps et n'annule pas les dommages. J'ai répondu à Sophie en demandant quel hôpital, et elle m'a dit qu'elle prévoyait déjà de s'y rendre, que quelqu'un devait aller voir Julie puisque ses parents habitaient à plusieurs heures de route et ne pouvaient pas arriver immédiatement. J'appréciais cela chez ma sœur. Elle avait bon cœur et ne laissait pas ses sentiments personnels l'empêcher de faire ce qui semblait juste. J'ai dit à Sophie que je n'irais pas à l'hôpital moi-même, non pas parce que je voulais que Julie souffre seule, mais parce que ma présence là-bas serait confuse pour tout le monde. J'ai transmis mes pensées via Sophie et je le pensais vraiment. Mais je savais aussi que me présenter enverrait le mauvais message, comme si je reconsidérais peut-être tout, ce qui n'était pas le cas. Au cours des jours suivants, Sophie m'a tenu au courant.
Julie avait une jambe cassée, quelques côtes fracturées, une commotion cérébrale, et elle aurait besoin de plusieurs semaines de convalescence avec une mobilité réduite. Les médecins ont dit qu'elle guérirait complètement, mais qu'elle aurait besoin d'aide pour les tâches basiques pendant la période de rétablissement. Ses parents étaient arrivés et géraient la crise immédiate, prenant les décisions médicales et s'occupant des assurances et de tout le chaos qui suit une telle chose. Je me sentais mal pour elle. Vraiment. Mais je ressentais aussi cette étrange certitude que mon rôle dans sa vie était terminé. Sophie a rendu visite à Julie quelques fois et m'a rapporté qu'elle était dévastée, non seulement physiquement, mais émotionnellement, pleurant la mort de Maxime tout en faisant face à la réalité de sa situation. J'écoutais et disais les choses appropriées, mais je gardais mes distances. Puis, environ 10 jours après l'accident, Sophie m'a dit que Julie demandait après moi, voulant savoir si j'accepterais de parler. J'y ai réfléchi pendant une journée avant de répondre et j'ai finalement dit à Sophie que j'accepterais de rencontrer Julie une fois, dans un lieu public, juste pour avoir une conversation et rien de plus. Nous nous sommes mis d'accord sur un café près de l'hôpital, un endroit neutre où aucun de nous n'avait de souvenir. La mère de Julie l'a aidé à entrer quand je suis arrivé, et j'ai vu immédiatement à quel point l'accident l'avait affectée. Elle se déplaçait avec précaution, visiblement en douleur, avec sa jambe dans le plâtre et des bleus encore visibles sur son visage et ses bras. Je me suis levé quand elle s'est approchée, et sa mère m'a lancé ce regard mi-reconnaissant, mi-jugeant avant de nous laisser seuls. Julie s'est installée dans sa chaise, lentement, grimaçant en ajustant sa position, et pendant une minute, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, elle a parlé. Sa voix était plus calme que dans mes souvenirs, me disant qu'elle voulait rentrer à la maison, qu'elle avait besoin d'aide et ne pouvait pas faire ça toute seule. Elle ne l'a pas dit comme une demande. C'était plus comme un énoncé de fait, comme si, bien sûr, j'allais la reprendre maintenant que Maxime était parti et qu'elle était blessée. J'ai pris une inspiration et j'ai choisi mes mots avec soin. Il n'y a plus de maison. Pas pour nous deux ensemble. J'ai gardé ma voix douce mais ferme, expliquant qu'il y avait un appartement, qu'il y avait des adresses, mais qu'il n'y avait pas de foyer, pas au sens où elle l'entendait. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Un choc véritable s'affichait sur son visage. Elle ne pouvait pas croire que j'étais sérieux, soulignant qu'elle était blessée, qu'elle avait besoin de quelqu'un, me rappelant que j'étais son mari. Le passé composé flottait dans l'air entre nous. Je lui ai rappelé que j'étais son mari quand elle m'avait quitté pour quelqu'un d'autre, quand elle l'avait choisi lui plutôt que notre mariage, quand elle avait emménagé chez lui, quand elle avait construit une nouvelle vie qui ne m'incluait pas. Elle a commencé à pleurer et j'ai senti l'appel des vieux instincts, la partie de moi qui voulait la réconforter et arranger les choses. Mais je savais que céder à cette impulsion me détruirait. J'ai expliqué qu'il ne s'agissait pas de punition ou de vengeance ou de la faire souffrir. Que je ne voulais pas ça. Mais je ne pouvais pas non plus être le filet de sécurité sur lequel elle retombait parce que son autre choix n'avait pas fonctionné. Julie a essuyé ses yeux et a essayé une approche différente, demandant où elle était censée aller, ce qu'elle était censée faire, disant que ses parents ne pouvaient pas s'occuper d'elle éternellement. Le désespoir dans sa voix était réel, et je le comprenais. Mais comprendre la douleur de quelqu'un ne signifie pas qu'on est obligé de l'absorber soi-même. Je lui ai dit que ses parents l'aidaient maintenant. Et c'est ce que font les parents. Qu'elle avait des amis, qu'elle avait des ressources, qu'elle trouverait une solution comme n'importe qui trouve des solutions aux situations difficiles, mais que je ne pouvais plus être cette personne pour elle. Elle m'a accusé d'être cruel. Puis elle a dit que je l'abandonnais au moment où elle avait le plus besoin de quelqu'un. Et je l'ai laissé le dire parce que je savais à quoi cela ressemblait de son point de vue. De là où elle était assise, blessée, en deuil et effrayée, je semblais probablement sans cœur. Mais je savais aussi que la reprendre maintenant serait construire sur une fondation d'obligation et de culpabilité plutôt que sur une véritable réconciliation. Et ce n'est juste pour personne. Je lui ai dit que j'espérais sincèrement qu'elle guérirait complètement et trouverait ce qu'elle cherchait dans la vie. Mais je ne serais pas sa solution à un problème qui a commencé quand elle a fait des choix dont je ne faisais pas partie. La conversation a tourné en rond pendant un moment. Elle essayant différents angles pour me faire changer d'avis, moi maintenant ma limite aussi gentiment que possible. Finalement, j'ai vu qu'elle était épuisée physiquement et émotionnellement. Et j'ai suggéré que nous en restions là. Avant de nous séparer, je lui ai dit que j'étais prêt à gérer les aspects pratiques de notre séparation correctement et équitablement. Je m'assurerai que tu récupères tout ce qui est à toi. Nous diviserons les choses correctement, et je ferai tout de manière transparente pour qu'il n'y ait pas de confusion.
J'ai expliqué que je voulais le faire officiellement avec tout documenté pour que nous ayons tous les deux une conclusion et puissions avancer. Elle a hoché la tête faiblement, probablement trop fatiguée pour discuter davantage, et sa mère est revenue pour l'aider à rejoindre la voiture. Je les ai regardés partir et j'ai ressenti ce mélange de tristesse et de résolution, comme fermer un livre qu'on n'a jamais fini, mais dont on sait qu'on ne le reprendra jamais. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des plans pour gérer la séparation correctement. Je n'allais pas faire le mort ou rendre les choses difficiles, mais je n'allais pas non plus laisser la culpabilité me manipuler pour défaire tous les progrès que j'avais faits. J'ai décidé que tout devait se passer avec des témoins présents dans un espace neutre avec une documentation claire de chaque décision. Pas de réunion privée où les émotions pourraient obscurcir le jugement, pas de conversations ambiguës qui pourraient être mal interprétées plus tard. Je voulais des lignes nettes et des fins claires parce que c'est la seule façon de vraiment avancer. La vérité, c'est que je me sentais terriblement mal pour sa situation et une partie de moi continuait de se demander si je faisais la bonne chose. Mais chaque fois que j'imaginais la reprendre, je voyais le même schéma se dérouler. Moi devenant son soignant par obligation, elle me reprochant de ne pas être Maxime. Nous deux piégés dans une relation maintenue par la culpabilité plutôt que par l'amour. Ce n'est pas un mariage. C'est une peine de prison pour deux personnes. Ce dont elle avait besoin, c'était de soins sincères de la part de personnes qui choisissaient de les donner librement, pas d'une aide réticente de quelqu'un qu'elle avait déjà rejeté. Ses parents étaient là pour elle. Ils avaient la capacité émotionnelle d'aider sans que le bagage de la trahison n'assombrisse chaque interaction. J'aurais aidé tout en revivant simultanément la douleur de son départ. Et ce n'est durable pour personne. Sophie m'a appelé ce soir-là et a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit simplement que j'avais tenu bon, que j'allais m'assurer que tout soit géré de la bonne manière, avec respect, mais aussi avec des limites. Ma sœur est restée silencieuse un moment, puis a dit qu'elle était fière de moi, que ça n'avait pas dû être facile, mais que je faisais ce que je devais faire pour mon propre bien-être. Cette validation signifiait plus qu'elle ne le savait probablement. Parce que dans des moments comme ceux-ci, on a besoin que quelqu'un confirme qu'on n'est pas fou de se protéger. Les jours suivants ont été calmes, et j'ai utilisé ce temps pour préparer la séparation finale, rassemblant des documents, organisant nos biens communs et créant un plan clair sur la façon dont tout serait divisé. J'ai ressorti ce tableur que j'avais créé la nuit de son départ et j'ai commencé à remplir les détails, ajoutant des reçus, soulignant les divergences, m'assurant que tout était comptabilisé. Ce n'était pas pour être mesquin. C'était pour être minutieux, pour m'assurer que nous pouvions tous les deux partir avec une compréhension claire de la situation. 2 semaines après cette réunion au café, j'ai envoyé un message à Julie via Sophie avec une date, une heure et un lieu. La salle commune de mon immeuble un samedi après-midi. Je lui ai dit d'amener qui elle voulait pour la soutenir, que cela allait être une séparation propre et témoigner de nos vies, tout documenté et transparent. Elle a probablement pensé que j'étais dramatique ou froid, mais je savais exactement ce que je faisais, créant une situation où les émotions ne pouvaient pas l'emporter sur les faits, où il n'y aurait aucune confusion sur ce qui a été dit ou convenu. J'ai passé les jours précédant cette réunion à tout organiser méticuleusement. J'avais des dossiers avec des relevés bancaires, des reçus, des documents montrant chaque dépense partagée de notre mariage, et j'avais tout séparé en catégories claires. Je n'essayais pas de la punir. J'essayais de clore ce chapitre de ma vie de manière à ne laisser aucune zone d'ombre, aucune raison de se contacter des mois plus tard pour des détails oubliés. J'ai aussi emballé toutes les affaires restantes de Julie, les vêtements qu'elle avait laissés derrière elle, ses effets personnels, des photos, de petites choses qu'elle avait accumulées au fil des ans. Tout est allé dans des boîtes et des sacs étiquetés, organisés et prêts à être remis. Le matin de la réunion, je suis arrivé tôt dans la salle commune et j'ai tout installé comme si je préparais une présentation professionnelle. J'avais les boîtes empilées proprement le long d'un mur, les dossiers de documents sur la table, et j'avais même apporté un ordinateur portable au cas où nous aurions besoin de référencer quoi que ce soit de numérique. Sophie est arrivée la première, proposant d'être là pour me soutenir, et j'ai apprécié sa présence plus que je ne pourrais l'exprimer. Un ami à moi nommé Olivier s'est présenté aussi. Quelqu'un qui avait connu Julie et moi pendant notre mariage, et il s'est assis tranquillement dans un coin en tant qu'observateur neutre. Julie est arrivée environ 10 minutes en retard, sa mère l'aidant à se déplacer avec sa jambe toujours dans le plâtre. Elle a regardé autour de la pièce avec cette expression d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais fait une telle mise en scène. Sa mère avait l'air mal à l'aise, sentant probablement que ce n'allait pas être la réconciliation émotionnelle que Julie avait peut-être espérée. Je leur ai fait signe de s'asseoir et une fois que tout le monde a été installé,
j'ai commencé à tout passer en revue systématiquement. J'ai commencé par les choses faciles, en lui rendant ses effets personnels, en passant en revue chaque boîte et en confirmant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Julie hochait la tête, ne disant pas grand-chose, traitant peut-être encore la formalité de tout cela. Puis je suis passé aux documents financiers. Et c'est là que les choses se sont compliquées. J'avais créé une ventilation détaillée de nos comptes communs, montrant chaque dépôt et retrait de l'année écoulée. J'ai expliqué calmement que je divisais tout à 50/50 pour les dépenses communes légitimes. Loyer, factures, courses, choses dont nous avions tous les deux bénéficié pendant notre mariage. Julie semblait d'accord avec cette partie, même soulagée que je sois juste. Mais ensuite, j'ai sorti un dossier séparé, et j'ai vu qu'elle se crispait. J'avais épluché nos relevés de cartes de crédit et nos relevés bancaires des mois précédant son départ, et j'avais identifié des dépenses qui étaient clairement liées à sa relation avec Maxime. Des chambres d'hôtel, des dîners dans des restaurants où nous n'allions jamais ensemble, des cadeaux dont je savais qu'ils n'étaient pas pour moi, même un week-end qu'elle avait prétendu être pour le travail. J'avais surligné chacun d'eux, les avais additionnés et calculé sa part de ce qui avait été dépensé à partir de nos comptes joints. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit, gardant ma voix stable et factuelle, expliquant que c'était des dépenses provenant de l'argent auquel nous avions tous les deux contribué, utilisé pour une relation qui m'excluait entièrement, et que je voulais être remboursé pour ma part. La pièce est devenue très silencieuse. La mère de Julie a commencé à objecter, disant que j'étais mesquin et vindicatif, mais j'ai calmement expliqué que je demandais simplement ce qui était juste. Si elle avait utilisé son propre argent pour ses dépenses, je n'aurais rien dit. Mais elle avait utilisé nos ressources communes pour quelque chose qui ne profitait qu'à elle et à quelqu'un d'autre. Julie avait l'air de vouloir disparaître, mais elle n'a pas contesté les faits parce qu'ils étaient juste là, noir sur blanc. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de l'argent immédiatement, que nous pouvions mettre en place un plan de paiement, mais que cela devait être reconnu et réglé. Puis est venue la partie qui, je le savais, ferait le plus mal, mais c'était nécessaire. J'ai apporté de la paperasse pour me retirer en tant que contact d'urgence surtout. Formulaires médicaux, documents d'assurance, comptes bancaires, partout où mon nom apparaissait comme la personne à appeler en cas de crise. J'ai fait glisser les papiers sur la table et expliqué que je lui donnais 3 mois pour tout transférer. Que pendant ces 3 mois, je maintiendrais quelques liens de soutien de base pour lui donner le temps de se réorganiser. Mais après ça, je devais être complètement libéré de toute obligation envers elle. Les yeux de Julie se sont remplis de larmes, et elle a demandé doucement comment je pouvais la couper comme ça, comment je pouvais être si froid alors qu'elle était encore en convalescence. J'ai pris une inspiration et j'ai essayé de lui faire comprendre sans être cruel. J'ai expliqué qu'être le contact d'urgence de quelqu'un, être son plan B, être la personne sur laquelle on s'appuie, c'est un choix, pas une obligation, et cela nécessite de la confiance et un engagement mutuel. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être cette personne pour elle. Pas parce que je la détestais ou voulais qu'elle souffre, mais parce que chaque fois que mon téléphone sonnerait avec son nom, je revivrais la trahison, me demandant si elle appelait parce qu'elle avait réellement besoin de moi ou parce que tout le monde avait dit non avant. J'ai expliqué qu'elle avait des parents qui l'aimaient, des amis qui tenaient à elle, et qu'elle devait construire un système de soutien avec des gens qui ne portaient pas le poids de ce qui s'était passé entre nous. Olivier a pris la parole alors, prudemment, mentionnant qu'il avait vu Julie en ville quelques fois pendant sa période avec Maxime, et qu'elle avait semblé sincèrement heureuse de sa nouvelle direction. Il l'a dit gentiment, sans jugement, mais l'implication était claire. Elle avait fait son choix et s'y était engagée, et maintenant elle essayait de faire marche arrière uniquement parce que les circonstances avaient changé. Ce n'était pas dit pour être cruel, juste pour fournir le contexte que tout le monde dans la pièce pensait, mais que personne ne voulait dire. Julie ne pouvait pas vraiment contester cette observation. Sa mère a essayé de la défendre, disant que les gens font des erreurs et méritent une seconde chance, et j'étais d'accord avec ce principe en général, mais j'ai expliqué qu'une seconde chance doit être désirée pour les bonnes raisons, pas juste saisie par désespoir et par peur d'être seule. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les détails restants, divisant quelques meubles, réglant les dernières factures d'électricité, discutant du calendrier pour que la séparation soit légalement finalisée. J'avais déjà consulté un avocat sur la façon de tout gérer. Et parce que Julie était partie volontairement, et que les circonstances de notre séparation étaient claires, les choses étaient relativement simples. Il n'y avait pas d'enfants, pas d'actifs compliqués, juste 2 personnes démêlant leur vie. Avant que Julie ne parte, elle m'a demandé une dernière fois si j'étais sûr de ça, s'il y avait une partie de moi qui pouvait pardonner ce qui s'était passé et réessayer.
Je l'ai regardé et je n'ai ressenti qu'une sympathie épuisée. Je te pardonne, ai-je dit doucement, et je le pensais, expliquant que le pardon ne signifie pas prétendre que rien ne s'est passé ou se remettre dans une situation qui vous a déjà blessé une fois. Je lui ai dit que j'espérais sincèrement qu'elle guérisse complètement, qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, qu'elle se construise une belle vie. Mais que cette vie ne pouvait pas m'inclure. Plus maintenant. Sophie a aidé Julie et sa mère à porter les boîtes jusqu'à leur voiture. Et Olivier est resté avec moi pendant que nous rangions la salle commune. Il m'a dit qu'il pensait que j'avais géré tout ça avec plus de grâce que la plupart des gens n'auraient pu le faire. Que fixer des limites ne rend pas quelqu'un sans cœur, cela le rend sain d'esprit. Après le départ de tout le monde, je suis retourné à mon appartement et j'ai ressenti ce profond sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin posé quelque chose de lourd que je portais depuis des mois. Les semaines suivantes ont été calmes, concentrées sur la finalisation juridique de tout et l'assurance que tous les derniers détails étaient réglés. Julie a envoyé quelques messages via Sophie, principalement des questions logistiques, et j'y ai répondu poliment et brièvement. Je ne me suis pas engagé émotionnellement. J'ai juste fourni l'information dont elle avait besoin et je suis passé à autre chose. Environ 2 mois après cette réunion, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Inès, et elle était différente de Julie à presque tous les égards. Elle était calme, posée, intéressée par la construction de quelque chose de réel plutôt que par la poursuite de l'excitation. Nous avons pris les choses lentement, et j'ai été honnête avec elle sur ce que j'avais traversé, et elle a apprécié cette honnêteté. La vie a commencé à redevenir normale, pas de l'ancienne manière, mais d'une nouvelle manière qui semblait en fait plus saine. J'ai entendu par des amis communs que Julie avait emménagé temporairement chez ses parents et travaillait à se remettre sur pied. Je n'ai pas cherché à en savoir plus ni demander de détails car sa vie n'était plus mon souci. Je lui avais donné une séparation équitable. J'avais géré tout avec autant de dignité que possible. Et maintenant, nous étions tous les deux libres d'avancer. En repensant à tout cela, je ne regrette pas d'avoir maintenu mes limites. Je ne lui souhaitais pas de mal. J'ai réalisé un jour en parlant avec Inès de toute la situation, que je n'étais tout simplement plus son filet de sécurité. Parce qu'être le filet de sécurité de quelqu'un est un choix, pas une dette que l'on doit. Et j'avais déjà payé tout ce que je devais à ce mariage. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies.